de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le plaisir de saluer le Premier ministre et ministre des Finances d'Antigua et Barbuda, son Excellence Gaston Alfonso Brown. Je l'invite à s'adresser à notre Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Ban Ki-moon, Excellences, Mesdames et Messieurs, la démocratie, la paix, la sécurité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme constituent des éléments cruciaux pour le développement économique et social auquel mon peuple aspire. Nous sommes conscients du fait que de même, il ne peut y avoir de développement sans démocratie, paix, sécurité et état de droit. Il ne peut y avoir que très peu de paix et certainement aucune sécurité sans développement. Le développement, la paix et la sécurité, en conséquence, vont ensemble. Ils sont inextricablement liés. Mais je suis déçue qu'il y ait des nations au sein de cette organisation qui ne reconnaissent pas que si le développement est nié à une partie de l'humanité, les droits de l'homme sont niés. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, quoi qu'on en dise, c'est la loi du plus fort qui règne. Et les grands et les forts continuent d'intimider les pauvres, les faibles et les vulnérables. Tant que des petits États comme le mien seront injustement malmenés par des nations plus grandes et plus puissantes, malgré notre plein respect des normes et des pratiques internationales, les droits de l'homme continueront d'être niés. Alors que l'Organisation des Nations Unies entre dans sa 71e année, il est temps que les pays de l'organisation cessent de se réclamer à grands mots du principe de la souveraineté. Les pays doivent montrer qu'ils respectent véritablement la souveraineté des États, indépendamment de leur taille. Au cours des années, depuis notre indépendance, le peuple d'Antigua et Barbude a établi de solides institutions de démocratie et de respect des droits de l'homme, des droits civils et politiques. Nous gardons ces institutions jalousement et nous les avons consacrées dans notre institution et dans nos lois. Et cela, nous le faisons non seulement pour nous-mêmes, mais également pour tous les investisseurs dans notre pays, pour tous nos visiteurs et pour tous les autres pays avec lesquels nous avons des traités ou des relations commerciales. Mais mon pays est frappé par tous les problèmes et les défis auxquels font face tous les petits États. L'isolement, les coûts de transaction élevés, les menaces à notre survie en raison du changement climatique, une base économique limitée et de faibles réserves financières nous permettant de gérer notre développement. Ces réalités font qu'il est difficile, voire impossible pour mon petit pays de financer son développement sans une assistance extérieure et sans accès aux capitaux étrangers. Mais le peuple de mon pays ne souhaite pas mendier auprès de la communauté internationale. Nous ne voulons pas participer aux réunions une sébile à la main. Oui, nous voulons bénéficier de la sympathie et de la compréhension des institutions financières internationales et des agences de développement. Oui, nous voulons de meilleurs termes de l'échange et un accès plus raisonnable au financement du développement. Mais nous sommes de même résolus à voler de nos propres ailes et à gagner notre place au sein de la communauté des nations. Nous sommes déterminés à ne pas mendier,
pour avoir cette place, mais à travailler pour celle-ci. Cependant, la communauté internationale, en particulier les riches et les puissants, doivent nous aider à travailler pour le développement dont nous avons besoin, au lieu d'ériger des obstacles sur notre chemin. Pourtant, 7 ans après que l'Organisation du commerce mondial a prononcé un jugement en faveur de mon pays contre un pays plus grand et bien plus riche en raison d'une violation commerciale qui a fait perdre plus de 100 millions de dollars des États-Unis à mon petit pays, ce pays n'a toujours pas réglé ses comptes avec nous. Monsieur le Président, justice différée et justice refusée. Alors que depuis 11 ans, nous n'avons pas reçu les fruits de ce jugement, qui sont dus incidemment à mon pays, pour des raisons juridiques, mon pays, mon peuple a le droit de conclure que les puissants continuent de fouler aux pieds les droits des faibles et que c'est la loi du plus fort qui règne. Monsieur le Président, dans le système commercial international, mon petit pays, qui a une population de 100 000 personnes, est traité de la même façon que les États-Unis, le Canada ou le Japon. Fort peu d'attention est accordée au fait que notre petit marché et le statut de notre développement exigent que nous soyons traités différemment des pays plus grands et bien plus développés. Moins d'attention encore est accordée à notre besoin d'avoir accès à un financement préférentiel pour financer notre développement. Au mieux, nous sommes traités avec négligence, une négligence sans malveillance. Pire encore, sont les règles arbitraires et injustes qui nous sont imposées, qui entravent nos efforts visant à diversifier et à développer nos petites économies. À cet égard, mon pays condamne la liste récemment établie par la Commission européenne qui, de façon erronée, nomme plusieurs petits États des Caraïbes et du Pacifique, y compris Antigua et Barbude, en tant que paradis fiscaux. De même, mon pays déplore la liste des paradis fiscaux établis par des États individuellement et par un district des États-Unis d'Amérique qui, injustement et de façon inappropriée, nomme de nombreux pays des Caraïbes et du Pacifique. Mon pays et d'autres dans les Caraïbes ont tous des accords relatifs aux échanges d'informations fiscales avec le gouvernement des États-Unis. Nous coopérons pleinement et nous n'avons jamais rejeté aucune demande d'information fiscale. Pour ce qui est de la liste des paradis fiscaux de l'Union européenne, Antigua et Barbude a des accords relatifs à des échanges d'informations fiscales avec 18 des 28 nations de l'Union européenne. Pourtant, en raison de 10 de ces nations avec lesquelles nous n'avons que fort peu d'échanges ou aucun échange, de façon arbitraire et sans consultation, ceux-ci disent que nous sommes des paradis fiscaux et nous sommes inscrits à la liste des États voyous de l'Union européenne publiée mondialement. Et qui plus est, mon pays et de nombreux autres pays nommés de façon erronée dans les deux listes ont prouvé qu'ils respectaient pleinement les normes, toutes les normes internationales pertinentes. Et ce sont les autorités pertinentes qui ont conclu que nous respections les règles, à savoir le groupe d'action financière et le Forum mondial pour l'examen des questions de fiscalité de l'OCDE. Il est injuste que la réputation de notre petit pays soit salie de cette façon, erronée par des pays puissants, malgré tout ce que nous avons fait, à un coût élevé, étant donné nos maigres ressources, pour respecter les normes internationales. Une réputation ternie de la sorte permet aux institutions financières de l'Europe et des États-Unis de suspendre leurs relations avec nos banques. Et si cela se produit, personne dans nos petits États
ne sera en mesure de payer des biens ou des services achetés aux États-Unis et à l'Europe, y compris les produits alimentaires, les frais de scolarité de nos étudiants à l'étranger, les médicaments et les factures médicales de nos ressortissants ayant besoin d'un traitement spécial. Les conséquences seraient désastreuses, car nous serions ainsi exclus du système de paiement international et nous ne serions pas en mesure de régler nos transactions commerciales et nos investissements. Notre système bancaire s'effondrerait, nos économies subiraient des dommages irréparables et nos peuples seraient plongés dans une pauvreté abjecte, contrairement aux objectifs du programme de développement de l'après 2015. Les principes internationaux auxquels les petits États adhèrent strictement ne doivent pas être contournés par les pays plus grands qui cherchent à imposer leur volonté aux plus petits. Cela n'est pas équitable, cela n'est pas juste, cela n'est pas démocratique, cela est manifestement répréhensible. Monsieur le Président, mon pays et de nombreux autres comme le mien ne demandent pas l'aumône. Nous ne voulons pas être réduits à mendier. Ce que nous voulons, c'est une possibilité de réaliser notre développement. Ce que nous voulons, c'est une possibilité d'améliorer la qualité de vie de notre peuple. À cet égard, Monsieur le Président, je voudrais rendre hommage au gouvernement de la République populaire de Chine, dont le président, dans cette salle même, il y a quelques jours, a annoncé la création d'un fonds pour la coopération sud-sud avec une contribution de 2 milliards de dollars des États-Unis pour aider les pays en développement à mettre en œuvre le programme de développement de l'après 2015. J'applaudis également l'annonce qu'a faite la Chine de créer un fonds d'1 milliard de dollars des États-Unis sur 10 ans pour appuyer le travail de l'ONU pour le maintien de la paix et le développement. La Chine doit être applaudie pour l'attention qu'elle accorde aux autres pays de la communauté internationale. Je voudrais également mentionner les contributions de 2 autres nations en développement, le Venezuela et Cuba, qui apportent des contributions importantes à la coopération sud-sud. Monsieur le Président, malgré les défis économiques auxquels font face ces 3 pays en développement, ils offrent un soutien sans faille à d'autres pays. Si ces 3 pays, avec toutes les difficultés qu'ils ont, peuvent reconnaître une obligation qu'ils ont à l'égard de l'humanité tout entière, indépendamment de la race, de la couleur, de la taille ou de l'emplacement géographique, certainement les pays développés et riches devraient pouvoir faire de même. Je demande aux pays développés de se manifester, d'agir. J'applaudis les pays tels le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suède qui ont respecté leur engagement d'octroyer 0,7% de leur PIB à l'aide publique au développement. Je demande instamment aux autres pays de suivre leur exemple et de s'associer à eux, non pas pour donner aux mendiants, mais pour investir dans un monde plus sûr et plus pacifique dont les progrès contribueront à la prospérité de l'humanité tout entière. Monsieur le Président, pour ce qui est de la question de la paix et de la sécurité, mon pays est fermement convaincu que les perspectives de paix et de sécurité du monde sont fortement renforcées grâce à 2 faits nouveaux récents. Tout d'abord, le rétablissement de relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Nous saluons cet accord et nous en appelons au Congrès des États-Unis pour qu'il lève le blocus contre Cuba qui n'est dans l'intérêt de personne et qui n'est d'aucune utilité. En outre, nous appuyons l'appel qui a été lancé pour que les États-Unis rendent la baie de Guantanamo à Cuba. En même temps, nous félicitons le gouvernement des États-Unis pour l'accord conclu avec l'Iran. Nous sommes conscients que 5 autres pays ont participé à ce processus, mais nous reconnaissons que le président Obama faisait face aux circonstances les plus difficiles. Nous le félicitons pour sa vision, alors que nous applaudissons la volonté de tous les pays participants, y compris l'Iran, de surmonter les obstacles grâce aux négociations et au dialogue.
Le président de l'Iran a dit à l'Assemblée que si son pays n'oublierait pas le passé, il ne souhaitait pas vivre dans le passé. Il a engagé sa nation sur la voie pragmatique de la sécurité et de la stabilité, le développement pouvant être réalisé grâce à l'engagement économique. Mon pays se félicite de cet engagement et, à son tour, se déclare prêt à participer avec l'Iran à cette coopération économique. Monsieur le Président, je souhaite déclarer la profonde préoccupation d'Antigua et Barbude face à la destruction d'une île sœur des Caraïbes, Dominique, en raison de la tempête tropicale Erika. Je voudrais également faire remarquer, Monsieur le Président, que les pays des Caraïbes n'ont pas attendu l'intervention internationale. En effet, nous nous sommes précipités à l'aide de Dominique et de son peuple. Et nous l'avons fait dans la limite de nos capacités. Chaque État membre de la communauté des Caraïbes a fait cela. Et d'ailleurs, nous avons apporté des contributions financières et autres contributions tangibles en faveur de Dominique. Malgré nos propres difficultés, nous avons contribué à la situation des besoins humanitaires de notre voisin. Mais alors même que nous avons fait cela, nous étions conscients du fait qu'un appui international plus large était nécessaire. En conséquence, je lance un appel pour que l'on continue une aide internationale en faveur du redressement de Dominique. Nous sommes préoccupés également par la situation des Bahamas qui est frappée actuellement par un ouragan de catégorie 4. Il ne saurait y avoir de meilleures preuves. Le changement climatique, aujourd'hui, représente l'un des défis les plus grands pour les petits États insulaires en développement. Le temps d'agir est venu pour ce qui est du changement climatique. Nous n'avons plus le temps de trouver des excuses. Le changement climatique est la plus grave menace à laquelle fait face l'humanité tout entière. Le changement climatique ne connaît pas les frontières. Il ne respecte ni la taille, ni la puissance économique et militaire des pays. Tous nos pays sont des victimes potentielles du changement climatique, même lorsque l'existence du changement climatique ou le danger qu'il représente continue d'être nié. Mais le changement climatique représente la menace la plus grave pour les plus petits pays de la planète que l'on partage, en particulier les États insulaires dans les Caraïbes, le Pacifique et l'océan Indien. Ce qui s'est passé à Dominique il y a quelques semaines a également frappé Vanuatu et Tuvalu dans le Pacifique au début de cette année. Ce qui est triste, c'est que ces catastrophes n'ont pas lieu en raison de l'action de ces îles. En effet, ces événements ont lieu en raison des excès commis par des pays plus grands et plus puissants qui ne veulent pas renoncer à abuser de l'atmosphère du monde, même au risque d'éliminer d'autres sociétés, certaines plus anciennes que la leur. De plus en plus souvent, plusieurs de ces îles coulent et leur civilisation séculaire sont menacées de disparition. À cet égard, je salue les propositions des États-Unis pour l'énergie propre et je félicite le président Obama de son initiative. C'est une proposition qui est des plus intelligentes. Le peuple des États-Unis, ainsi, non seulement maintiendra la qualité du pays, mais également défendra les droits d'autres sociétés, le droit d'avoir une patrie, le droit d'élever ses enfants sur la terre de ses ancêtres. Je pense tout particulièrement au peuple des îles Marshall, à Tuvalu dans le Pacifique, aux Maldives dans l'océan Indien, à quelques îles du Caraïbe, où les perspectives de disparition menacent en raison de l'élévation du niveau de la mer. Toutes les nations industrialisées devraient accepter leurs responsabilités. Ce sont elles qui ont contribué en premier lieu aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si les pays de l'Organisation des Nations Unies veulent que leur engagement à l'égard de la démocratie, des droits de l'homme et la paix soit important, ceux-ci doivent veiller à un succès lors de la conférence sur le changement climatique à Paris plus tard cette année. Ce succès
sera au mieux mesurée si nos nations, ensemble, veillent à ce que le résultat de la conférence soit obtenu, à savoir un accord international ambitieux pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré pour la survie des petits États. Le financement est important également. Non pas que nous souhaitions mendier, mais parce qu'il s'agit de l'intérêt du monde. Le financement des coûts de l'atténuation doit être un engagement juridiquement contraignant afin d'obtenir un appui additionnel et prévisible. Monsieur le Président, je voudrais en conclusion remercier Dieu pour l'Organisation des Nations Unies. Si l'Organisation des Nations Unies n'existait pas, les petits pays tels le mien ne pourraient faire entendre leur voix. Nous savons que l'ONU doit introduire des réformes pour être plus démocratique et plus représentative, certainement. Mais au sein de ces différentes entités, nous avons des instances et nous avons la possibilité de tendre un miroir au monde entier pour y refléter la marginalisation à laquelle nous faisons face. Cela est extrêmement utile pour nous. Cela a beaucoup de valeur pour nous. Mon pays espère que demain, nous aurons de meilleures perspectives avec des opportunités dans le monde qui ne seront pas monopolisées par les quelques riches, mais qui seront partagées pour les progrès de l'humanité tout entière. Au sein de l'organisation, les nations équitables peuvent agir ensemble et elles ont toujours la possibilité de faire de tout cela une réalité, aussi bien pour les petits pays que pour les grands. Je vous remercie. Je voudrais remercier le Premier ministre d'Antigua et Barbude pour sa déclaration et je prie